Hello, this is Jeremy from Tomedes again. Hello. We're ready to start. Yeah. Our Arabic interpreters and one French interpreter is in the attendees. Can we promote them as panelists and interpreters? Sure. Do you have their name? Do we? Yasin Ben Chika. Okay. Muma Laura. And Gasan Namik. Okay, there are no interpreters. There are no there? We got them? Yeah, we got them. Okay, great. One French interpreter missing. So- we still have one. Oh, wait, we don't know the one we had. As you know, it doesn't matter how hard you try. We have been testing this for 2 days. And of course, before we start, we got some surprises. So I'm sure thank you for your patience, guys. And I think we're almost ready. We got the... Donc, merci déjà pour votre patience. Nous avons beaucoup de personnes qui continuent de nous rejoindre. Je pense donc que nous pouvons y aller. Merci à tous d'être des nôtres aujourd'hui. Nous sommes très heureux de vous avoir tous ici présents aujourd'hui. Et bien sûr, j'aimerais remercier tous ceux qui sont en ligne avec nous, que nous pouvons voir à l'écran sur Zoom. Et j'aimerais également indiquer que nous avons l'interprétation en français, arabe et espagnol. Vous pouvez donc sélectionner la langue de votre choix. Et aussi, j'aimerais remercier les merveilleux panélistes que nous avons ici avec nous. Je vais donc rapidement commencer en vous disant pourquoi nous sommes ici. Il y a des directives pour promouvoir cette initiative de financement. C'est un problème, généralement, lorsqu'on parle des discussions en rapport avec les notions financières, notamment lorsque certains pays ont utilisé différentes documentations issues de plusieurs acteurs en se focalisant sur les problèmes de finances, les problèmes de corruption, terrorisme, détournement de fonds. Nous avons donc vu différentes idées utilisées pour traiter les problèmes qui ont miné la société à travers le monde. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de différents aspects, de différentes expériences qui sont partagées ici aujourd'hui.
Nous aurons des concepts issus de différents continents et nous verrons donc quelles sont les difficultés rencontrées à travers le monde et nous essaierons tous ensemble de trouver des solutions aux problèmes qui sont en cours de traitement. Je suis très heureuse, comme je le disais, de modérer cette session. Je suis Catherine Achacha, je viens de Géorgie. Je suis activiste civile. Je lutte pour le développement et la démocratie. Et je travaille dans le cadre d'un réseau mondial d'activistes des quatre coins du monde. Nous sommes des activistes, des parlementaires, des médias, entre autres. Nous accueillons tout le monde qui lutte pour la démocratie. Nous pensons que c'est l'avenir et je suis très honoré d'avoir à mes côtés un rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de discours, Monsieur Clément Boulet. Merci. Alors, nous allons commencer avec sa présentation et ensuite, nous allons inviter notre collègue de la société civile et nous donnerons également l'opportunité à ce dernier de s'exprimer. À vous, Clément. Merci à vous, Madame la modératrice. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Genève pour échanger sur cette initiative importante qui concerne les directives pour promouvoir le droit de la société civile à avoir accès aux fonds. Merci beaucoup. On va se rassurer que nous avons cet espace pour discuter. Merci beaucoup pour votre soutien continuel. Merci pour votre engagement, notamment en rapport avec le problème d'accès aux ressources pour la société civile. Alors, permettez-moi aussi de souligner certains des sponsors de cet événement. C'est important. Nous avons CIVICUS, European Center for Non-Profit Law, Defendants, Latin American Caribbean for Democracy International, Center for Non-Profit Law, Asian Democracy Network, and Article 19. Alors, merci beaucoup pour cet événement, de sponsoriser cet événement. Alors, j'aimerais commencer en vous disant en quoi consistent ces différentes directives. Premièrement, comme vous pouvez le voir, vous avez mentionné que actuellement nous faisons face à une difficulté, une préoccupation à travers le monde concernant certaines lois qui sont utilisées. Certaines sont en rapport avec la sécurité nationale, d'autres concernent l'indépendance, la souveraineté des pays. Alors, nous voyons des lois parfois basées sur le lien avec le soutien étranger et certaines lois justifient également de leur utilisation dans le cadre du terrorisme et je pense que nous écouterons certaines personnes à ce sujet. Cette directive s'inscrit dans la suite de mon rapport. Nous compte de juin 2022, nous essayons d'inclure certaines pratiques bancaires et aussi parfois la façon dont elles opèrent pourrait inclure le risque de la société civile lorsqu'il s'agit de l'accès aux ressources. Alors, mes attentes dans le cadre de cette directive qui fournit un cadre d'État, de donateurs, de la communauté internationale mon attente est que cette directive, de manière spécifique, aide la communauté des investisseurs qui cherchent à assurer leur pratique de financement et avoir plus d'impact sur la société civile afin que ces derniers s'assurent que à travers l'utilisation de cette directive, ils peuvent avancer. Et il faudrait également encourager il est important de s'assurer de créer des incitations au niveau national afin que des personnes investissent pour le bien de la société civile. Et aussi, une autre attente est que cette directive nous aide
ou aide les entités multilatérales à lutter contre le terrorisme et le détournement de fonds qui impactent le travail de la société civile pour comprendre que la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le blanchiment, le détournement de fonds concerne également la société civile et qu'il y a d'autres moyens de lutter contre toutes toutes, tous ces fléaux, inclure également les institutions financières et voir comment elles peuvent remplir leurs responsabilités. Lorsqu'il s'agit de la société civile, ou retirer de l'argent lorsque des entreprises au niveau national ne sont pas sujettes aux mêmes lois. C'est donc très important pour la société civile aussi. Comme vous le savez, vous savez que vos fonds sont utilisés pour le terrorisme. Alors, il faudrait donc exploiter ces meilleures pratiques et aussi essayer de vous aider à améliorer votre réglementation, votre bonne gouvernance pour s'assurer que vous ne soyez pas stigmatisé et que votre État ne fait pas les frais du manque de transparence, du manque de responsabilité, ce qui est des fonds qui sont utilisés pour le terrorisme et que vous ne soyez pas également accusé de financement du terrorisme. Alors, c'est très important pour toutes les entités, les parties prenantes de la société civile qui souhaitent promouvoir cette initiative et dire que sans accès aux ressources, il est impossible pour la société civile de poursuivre son travail et de contribuer à la mise en œuvre de l'agenda 2030. Alors, voilà de manière générale de quoi il s'agit. Et en une seconde, j'aimerais dire que dans le processus de développement de cette directive, j'ai consulté la société civile, les institutions financières, les donateurs, les fondations, toutes ces entités ont été consultées. Et ce que vous verrez ici à l'intérieur, c'est le résumé de tout ce qui se passe ici et là, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et je vous invite donc, nous avons essayé de résumer cela ici. Nous l'avons très bien présenté. Nous avons indiqué certaines recommandations à la société civile. Donc, vous pouvez donc vous procurer une copie et je sais qu'une fois que vous rentrerez dans vos domiciles respectifs, essayez de lire cela et je suis sûr que mes collègues ici présents essaieront de creuser dans ces différentes directives, de naviguer sur ces différentes directives pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous en tant que société civile, mais aussi qu'est-ce qui est important pour vous comme outil de défense lorsque vous parlez discutez avec les discussions et pour promouvoir votre droit à avoir accès aux ressources telles que l'indique l'article 23. Et je l'ai mentionné dans mon précédent rapport, l'accès aux ressources fait partie intégrante du droit aux associations. Merci. Je vais donc m'arrêter ici et nous sommes ici pour écouter plus d'expérience. Il ne s'agit pas seulement de mon point de vue. Merci. Merci. Je vais donc transmettre mes remerciements également aux Nations Unies. Nous pensons vraiment que il faudrait que ce droit soit discuté et avec ces recommandations, nous pensons que ce sera d'une grande aide, non seulement pour les organisations internationales, les investisseurs, mais également la société civile. Alors, nous avons également notre panéliste ici, le directeur du WorldMed for Democracy. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci, Cathy. Merci. Bienvenue à notre discussion ici aujourd'hui. Alors, il y a des éléments à prendre en compte. Premièrement, conduire la lutte contre le terrorisme. Deuxièmement, prendre en compte les médias. Et généralement, les médias indépendants doivent être pris en compte. Nous devons
faire preuve de solidarité également à ce niveau. On s'est focalisé sur un autre point, mais comment est-ce que nous pouvons aussi protéger nos États contre ces différents fléaux? Et aussi, comme nous l'avons entendu dans le cadre du dialogue interactif, on a parlé de ce problème de rhétorique qui est très important. Je pense que il nous faudrait une rhétorique positive à l'avenir pour nos États. Et pour terminer, comme Desmond l'a dit, les ressources financières sont disponibles il faudrait donc opérer des changements et les matérialiser, protéger la société civile, protéger les droits de la société civile et leur droit à l'accès au financement. Et merci à vous, Philémon. Et nous envisageons bien sûr continuer de collaborer avec vous à l'avenir. Merci. Chers collègues, j'aimerais à présent présenter notre premier panéliste. Il s'agit de Nicolas Sopio. Il est le fondateur de Chapter 4 Ouganda. Alors, nous allons vous demander, monsieur, de partager avec nous votre expérience personnelle et l'impact dans la lutte contre le terrorisme en Ouganda. Merci. Merci. Bon après-midi à vous, à vous qui êtes présents et à vous qui êtes également en ligne. Alors, avant de commencer, j'aimerais mentionner 2 points. La nature des capitaux mondiaux. Et pour ce qui est dans notre vie, ce n'est pas un véritable problème. Nous encourageons d'ailleurs dans notre pays le flux de capitaux allant du nord vers le sud à travers le monde, allant des sociétés privées au gouvernement. On incite davantage de personnes à investir. Et lorsqu'il s'agit donc de la société civile, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas seulement en rapport avec l'argent, mais surtout en rapport avec l'intention qui se cache derrière cette rhétorique, selon laquelle les investissements étrangers sont quelque chose à proscrire. Non, il s'agit de l'activité, du travail de la société civile qui rend les États méfiants. Nous devons donc repousser cette rhétorique liée au financement et faire une simple comparaison avec les autres secteurs de la société où on invite des personnes à investir. Et lorsqu'il s'agit de la société civile, on change complètement de point de vue. Ceci étant dit, je pense que je vais partager mon expérience, notamment 2 éléments. Je viens de l'Ouganda. Et la réglementation en Ouganda a inspiré les États non seulement à reconnaître la législation, mais à la modifier de manière régulière. Dans les différents systèmes financiers en Ouganda, nous avons voté la loi de lutte contre le terrorisme en 2020, en 2002, et entre 2002 et 2020, nous avons modifié cette loi environ 8 fois. Et à chaque fois, ce n'est pas parce qu'il y avait forcément un besoin de changer la loi, mais il y avait ce souci que l'Ouganda ne soit pas blacklisté en quelque sorte. Et si vous êtes blacklisté, vous n'aurez pas accès à ces systèmes. Ces modifications ou ces amendements sont donc directement soumis au Parlement, parfois sans même que des discussions préalables aient eu lieu. Et parfois, on discute de ces finances pour essayer d'inclure le soutien à toutes sortes d'organisations, que vous le sachiez ou pas, et qui pourraient être impliquées dans la lutte contre le terrorisme. Alors,
en plus de cette loi pour la lutte contre le terrorisme, il y avait également cette loi pour la lutte contre le blanchiment d'argent et ceci limite sévèrement l'accès par les organisations de la société civile au financement. Et bien sûr, les organisations de la société civile euh, peuvent constituer une source de finances illicites de finances illicites ou alors de finances de terrorisme, du terrorisme. Il y a donc des déclarations à prendre en compte. Mais en pratique, en termes pratiques, ce qui se passe, c'est que ces législations sont utilisées, ne sont pas utilisées de la bonne manière. Et pour ce qui est de l'Ouganda, en plein milieu d'élections en 2021, c'est-à-dire quelques mois juste avant les élections, on a vu des organisations de la société civile qui ont vu leur compte gelé. Nous avons également la plus large organisation de la société civile dans notre pays et avec des ONG, d'autres ONG qui ont vu leur compte gelé sans préavis et sans justification. Il y a d'autres autorités elles ont écrit une lettre de 2 paragraphes pour dénoncer le fait que leur compte a été gelé. Et lorsque cela est fait, vos investisseurs commencent à vous demander, mais pourquoi votre compte a-t-il été gelé? Et pour ce qui est des activités pour soutenir les jeunes à prendre part aux élections, soutenir les jeunes à s'engager dans des manifestations et encourager les jeunes à ne pas faire partie des mauvaises pratiques en rapport avec les élections. Pendant des mois, aucun salaire n'a été versé, elles ne payaient pas de taxes, elles n'avaient pas d'obligations. Et à la fin, de manière essentielle, le gel des comptes n'avait pas pour objectif de nuire, parce que après quelques mois, le gel des comptes s'est arrêté. Alors, l'intention ici n'est pas de persécuter, c'est juste de limiter votre participation aux élections nationales et de limiter vos activités. Pour ce qui est de mon propre cas, j'ai été arrêté et j'ai été envoyé dans une prison sécuritaire pour blanchiment d'argent. L'État pensait que les investissements que nous avons reçus ou que nous recevions à cette époque étaient issus du crime. Et ces fonds nous venaient d'une organisation américaine basée en Ouganda. Et ils nous soupçonnaient donc de recevoir cet argent et que cet argent était issu du terrorisme. Ce qui est bien sûr faux parce qu'une large organisation qui est implantée un peu partout Alors, j'ai été arrêté, j'étais en prison et après 9 mois, j'ai été relâché parce que l'intention n'était pas de poursuivre en justice. Il n'y avait pas de crime. Pour notre cas, nous étions impliqués dans la documentation de certains crimes, entre autres. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Au lieu de traiter avec les organisations, on vous, après 9 mois, on vous dit tout simplement que désolé, on n'a plus d'intérêt quant à votre cas, vous pouvez partir. Alors, la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent doivent être dissociés dans le cadre des pratiques dans chaque pays, y compris le mien. Et aussi prendre en compte l'intimidation des personnes qui mobilisent certaines
autres personnes dans le pays. Il est donc important d'avoir une discussion sur cette réglementation à la lumière de ses impacts. Et aussi l'abus de certains leaders dans le sud, en Ouganda. Et il y a beaucoup d'autres organisations qui font face au même type de problème, le gel des comptes, des accusations gratuites, parce qu'ils souhaitent, par exemple, salir votre intégrité, limiter votre travail, vos activités et et rendre l'organisation dans le pays difficile. Et aussi, il y a la démocratie gabonaise Facility. Il s'agit là d'un problème de financement d'organisations régionales à travers l'Ouganda qui a été également fermé par le gouvernement ougandais. Et on leur reprochait certaines activités, par exemple fournir des fonds à la société civile pour fournir également des financements à cette personne qui travaille dans le cadre de la lutte contre la corruption. Alors, cette organisation a eu à essuyer de nombreuses conséquences néfastes pour son organisation. Merci. Merci. Comme nous avons écouté, on a parlé du terrorisme et des moyens de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent dans un contexte qui est utilisé par plusieurs gouvernements. On a également parlé du blanchiment d'argent, de la finance, du terrorisme, des actions financières, des task force, et nous sommes très heureux de voir Claire Léguer avec nous aujourd'hui qui nous rejoint du secrétariat. Elle lutte dans le cadre elle est investie dans la lutte contre le blanchiment d'argent. C'est une analyste et elle travaille pour la task force financière. Elle va donc nous dire quelque chose d'intéressant notamment sur ces recommandations que les organisations utilisent. Nous avons parlé des différents processus au Salvador, au Venezuela, au Zimbabwe, en Angola, et je pense qu'il est donc très important de trouver des moyens de nous associer et de nous assurer que les recommandations ne sont pas mal utilisées et qu'elles n'ont donc pas des influences négatives. Il est également très important de vous écouter Claire. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en œuvre? Quelle est l'approche d'évaluation des risques qui est utilisée et quelles sont les recommandations que vous envisagez mettre en place? Merci déjà de vous être jointe à nous. La parole est à vous. Merci beaucoup d'avoir invité le secrétariat FATF à participer à cet événement. Je suis très heureuse de vous fournir une petite introduction, notamment sur ce qui est de la Financial Action Task Force, quelle est notre approche, qu'est-ce que nous faisons et comment nous nous engageons avec la société civile. Alors, premièrement, la Task Force pour l'action financière est une organisation intergouvernementale créée en 1998. Nous comptons 39 membres et au total, nous couvrons plus de 200 pays dans la juridiction qui envisagent de mettre en œuvre les différentes la lutte contre le crime organisé, la corruption et le terrorisme. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des recherches sur les risques, les tendances et les méthodes. Comme vous l'avez mentionné, nous respectons des standards mondiaux, nous évaluons les pays, notamment sur comment ils mettent en œuvre ces différentes directives. Et c'est donc là quelques aspects de notre travail. Premièrement, nous faisons des recherches, comme je l'ai dit, sur les tendances. Pourquoi est-ce que les pays mettent en œuvre certaines ressources pour empêcher certains financements? Les criminels cherchent également des moyens alternatifs pour blanchir leur argent. C'est la raison pour laquelle le FATF continue de mener des recherches sur les techniques et les méthodes, sans oublier les tendances. C'est une recommandation effective pour s'assurer de l'exactitude et de l'importance de ce que
représentent le blanchiment d'argent et sur le terrain. Et nous avons donc établi des standards ou des normes qui visent à la lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, parce que la société constitue l'épine dorsale du FATF, ces recommandations qui prennent en compte des cadres généraux pour aider des pays à lutter contre le flux financier illicite et aussi en vue d'assister les différents pays pour mettre en œuvre ces différentes normes et ces 40 recommandations. Notre organisation a fourni des directives et des documents qui sont basés sur des expériences et sur des pratiques des autorités publiques et aussi des institutions financières ou le secteur privé et la société, les organisations de la société civile, juste pour voir comment nous nous engageons avec la société civile, avec les organisations de la société civile, comment est-ce que on fournit les différents commentaires. Et pour terminer, comme Nicolas l'a mentionné juste avant, le FATF prend également compte des pays pour mettre en œuvre ces mesures au niveau national et pour coordonner. Et aussi, nous coordonnons des évaluations mutuelles. Alors, quelles sont ces évaluations mutuelles? Ce sont des rapports pays qui analysent la mise en œuvre et l'effectivité des mesures en vue des mesures de lutte contre le terrorisme, le blanchiment de fonds, entre autres. Et c'est donc à travers cet exercice d'évaluation mutuelle que nous devons développer et démontrer qu'il y a un cadre effectif pour protéger le système financier de toutes sortes d'abus. Et bien évidemment, des pays prennent en compte des cadres opérationnels et des différents systèmes. Ils doivent donc adapter ces recommandations aux différentes circonstances. Comment et pourquoi ces principes et l'approche axée sur le risque constituent le pilier même des recommandations du FATF pour que les pays identifient l'accès et comprennent le blanchiment de fonds et la finance du terrorisme auquel ils sont imposés. Ceci donc en vue de s'assurer que ces pays peuvent prioriser les ressources pour lutter contre pour réduire les risques qui les exposent complètement. Alors, nous avons donc compris que nous avons la possibilité de mettre en œuvre, et c'est ce qui est d'ailleurs recommandé, mettre en œuvre des mesures FATF pour réduire les risques. Et ces risques, cette approche axée sur le risque est très importante parce que elle nous permet de veiller à la mise en œuvre des normes. Par exemple, parlons de la recommandation 8 qui se focalise sur la lutte contre les abus et la protection contre toutes sortes d'abus. Alors, pour mettre en œuvre la recommandation numéro 8, les pays doivent comme prérequis, utiliser toutes sortes d'informations importantes pour identifier sur quoi s'appliquent ces recommandations et identifier la nature des risques de financement. Et je ne vais pas m'attarder largement là-dessus. Nous travaillons également sur des projets qui seront discutés dans les détails. Je voulais juste illustrer comment est-ce que l'approche axée sur le risque est cruciale et fondamentale pour toute recommandation particulière, notamment pour la mise en œuvre de la recommandation numéro 8. C'est donc vital, il est vital de prendre en compte les efforts des pays pour identifier les MPO et aussi inclure l'engagement des communautés. Ceci est également souligné davantage dans le document révisé que nous avons utilisé dans le cadre des consultations externes hier. Revenons-en maintenant à comment le secrétariat FATF s'engage avec la société civile. Au cours des années dernières, nous avons travaillé au renforcement d'une transparence et d'un dialogue transparent avec les parties prenantes de la société civile dans plusieurs aspects de son travail. Nous avons
ceci était dirigé, pardon, dans le cadre de la présidence et la présidence de la FATF. On a parlé de différentes opportunités, notamment on a parlé des directives, même dans le contexte de l'évaluation mutuelle. On a également ce forum de consultation de la société du secteur privé pour engager la société civile dans différents projets pour collecter les différents points de vue. C'est donc crucial pour créer une plateforme d'échange avec les organisations de la société civile pour comprendre quels sont les problèmes clés, les préoccupations clés, et particulièrement en prenant en compte les conséquences de la mise en œuvre qui ont été mentionnées par Nicolas. Alors, au cours des dernières années, nous avons écouté les préoccupations des Nations Unies, de la société civile pour ce qui est des conséquences de la mise en œuvre de plusieurs recommandations, notamment la recommandation numéro 8. C'est la raison, il y a donc une raison pour laquelle nous avons enregistré des conséquences en rapport avec certains projets qui se focalisaient sur la réduction des risques. Et l'idée ici était de prendre en compte le champ d'application et les différentes conséquences. Et le rapport a pris en compte différentes préoccupations et ont pris en compte la mise en œuvre de certaines exigences qui entraînent le découragement de certaines activités des MPO. Et je vais citer certaines d'entre elles, des mesures qui ont été appliquées aux MPO, notamment la supervision inclusive des MPO, sans prendre en compte les risques, les restrictions au niveau de l'accès des MPO au financement. Il y avait également l'enregistrement des MPO. Alors, bien évidemment, le FATF a donc entamé des mesures en vue de régler ces problèmes. Nous avons identifié 23 options pour régler cela, allant de la révision de la méthodologie, des normes, des procédures, des formations, des activités de sensibilisation. Et la première activité que le FATF a décidé d'engager était le projet MPO. En juin 2022, le FATF a donc lancé un projet pour examiner la recommandation numéro 8 en vue de s'assurer que les exigences soient très claires pour les différents pays et aussi pour s'assurer que les meilleures pratiques fournissent non seulement des meilleures pratiques, mais également des exemples d'application et nous vous dirons davantage là-dessus dans le cadre de cette intervention. Alors, j'aimerais juste dire que ce projet et tous les autres projets ont bénéficié de beaucoup de contributions qui ont été faites par la société civile, y compris le Global NTO Coalition et les organisations de la société civile. Nous avons lancé, par exemple, un questionnaire pour nous assurer que nous sommes au fait des différentes préoccupations relatives aux pratiques de la société civile ou des organisations de la société civile et nous avons reçu des contributions qui ont été d'ailleurs saluées et nous continuons de nous engager avec la société civile autant que faire se peut. Notamment, nous avons lancé récemment, comme je l'ai mentionné, c'était hier, le projet de consultation externe et nous sommes très ouverts pour recevoir des contributions des organisations de la société civile, aussi de toutes les différentes parties prenantes pour ce qui est de ce projet et notamment du cadre de la recommandation numéro 8. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. Je pense qu'il est important il est important de vous écouter et nous avons plus de
plus de 100 participants en ligne. Si vous pouvez rester en ligne pour pouvoir répondre aux questions, ça sera très bien. Je pense que M. Émile Van der Leyen a fait une très bonne présentation. Alors, nous allons aller directement à ce qui sont les recommandations et comment est-ce que vous planifiez les mettre en œuvre avec l'engagement de la société civile. Est-ce qu'il y a les bonnes pratiques que vous aimeriez partager avec nous? Nous sommes très contents d'écouter ce que vous avez dit et vous avez la parole. Merci beaucoup. Et c'est un plaisir d'être ici avec vous tout cet après-midi. Je pense que la raison pour laquelle nous parlons de cette question, c'est ce que Nicolas a dit précédemment. Il s'agit du narratif qui souligne les recommandations, l'aide de recommandation. Et vous allez me demander quelle a été la recommandation originelle. Ce n'est plus la même chose, mais lorsqu'elle a été adoptée, je pense qu'il est important de rentrer à ce moment parce qu'elle a été adoptée en octobre 2001, juste après les événements du septembre 2011. Et ce n'est pas étonnant qu'à la veille du septembre 2011, quelqu'un est un peu négligent par rapport au langage utilisé dans l'adoption des standards. Et le langage original, c'est que il peut y avoir des abus et des financements du terrorisme. Des organisations à but non lucratif sont particulièrement vulnérables. Avec ces recommandations, qui a été élaborée 2 ou 3 ans après, selon les termes, il y a eu une note interprétative qui veut dire que les organisations à but non lucratif doivent maintenir les informations sur d'autres choses et les déclarations financières doivent être enregistrées. Il doit avoir des records et tout ce genre de choses. Cela a vraiment ouvert la balle pour cette notion sur les notions que Nicolas a si bien énoncées, qu'une organisation à but lucratif qui a un capital énorme a été particulièrement vulnérable. Maintenant, certains pays, comme vous le savez, ça met aussi en perspective le thème des conséquences sans intentionner. Certains pays étaient très contents d'être engagés avec les organisations de la société civile pour pouvoir tenter à résoudre ce problème. Peu importe leur intention, l'action était que plusieurs organisations ont été mises sur des mesures strictes ou bien sont toujours mises sur des mesures strictes pour fournir toutes sortes d'informations au gouvernement pour demander les financements ou demander une approbation chaque fois qu'il veut faire la collecte de fonds. Et tout cela n'a rien à voir ou bien n'a vraiment rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est une mauvaise application de ce standard financier. Alors, depuis ce moment, le FATF, comme l'oratrice précédente a mentionné, son objectif n'est pas juste de financer des institutions qui luttent contre le blanchiment d'argent, mais aussi, ils disent que si les organisations à but non lucratif courent de grands risques,
Pourquoi est-ce que une personne va continuer sa relation avec une organisation à but non lucratif? Alors, des institutions financières se sont réunies et elles ont dit que nous n'allons plus ouvrir des comptes pour vous ou blanchir de l'argent pour vous. Et ça a été vraiment difficile pour des organisations à but non lucratif. En tant que résultat, ça a été difficile de développer FATF. En 2015-2016, quand tout ce problème a émergé, le problème de RICS, ou bien le problème de la résiliation des relations financières par les banques, le langage de la recommandation a été changé et c'est devenu plus de RICS. C'est le langage de la recommandation actuellement qui veut dire les pays doivent examiner les règles, les régulations liées aux MPO qui a été identifié comme vulnérable au financement du terrorisme. C'est le point important ici qu'un pays doit adopter une évaluation des risques, que ça doit faire une évaluation des risques dans le secteur à but non lucratif. Où est-ce que nous voyons la possibilité de flux d'argent pour des organisations de terrorisme? Et c'est seulement quand cet aspect est matérialisé ou concrétisé, vous pouvez dire que c'est bien d'ajouter des mesures pour sauvegarder l'utilisation de ces fonds et pour se rassurer que les organisations ne sont pas en train de financer des organisations de terrorisme. C'est très important. Comment est-ce que vous évaluez les exemples de financement de terrorisme que vous avez? Si vous dites tout simplement que nous avons une organisation de terrorisme et nous avons, autant pour moi, une organisation humanitaire et dans cette organisation, nous avons vu comment l'argent est quitté pour financer le terrorisme ou bien des personnes dans une organisation de terrorisme. Est-ce que vous allez mettre l'accent sur l'organisation humanitaire ou bien vous allez regarder les autres facteurs? Où est-ce que cette organisation est active? Où est-ce qu'elle est située? Vous devez regarder les exemples avec attention et voir comment l'évaluer avant de prendre les mesures d'atténuation pour dire que cela a été une organisation humanitaire. Et le fait, c'est que toutes les organisations humanitaires courent un grand risque. Nous devons avoir des types de régulations qui ont mené à tout cela. Ou bien, si on peut dire en termes concrets, des conséquences intentionnées ou non intentionnées pour cela. Je n'ai pas connu cela, mais je suis content que le texte est maintenant en ligne avec une équipe de projet au sein de FATF. Nous travaillons au cours des dernières années pour modifier le texte de régulation ou la note interprétative. Ces textes, on comprenne la note interprétative ainsi des recommandations. Il y a de nouveaux changements qui ont été proposés. Il faut avoir une consultation avec la société civile. Il faut avoir une chance pour que la société civile contribue à cela. Il y a aussi un aspect qui porte sur les meilleures pratiques qui est annexé à ce document. Et ce document de meilleures pratiques mentionne le FATF et aussi des mauvaises pratiques. Nous avons vu beaucoup de mauvaises pratiques. Nous pensons qu'il est important de les recenser. Dans tous les autres documents de meilleures pratiques et publiés par FATF, vous allez seulement voir des sujets comme meilleures pratiques. Voici
un document avec des meilleures pratiques, mais aussi des mauvaises pratiques. L'une des pratiques mauvaises qu'il est important pour vous à l'Ouganda, c'est le problème de ces organisations qui sont désignées comme des institutions d'alerte ou bien de signalement pour le blanchiment d'argent. Il n'a jamais été l'intention pour qu'une banque ou bien une autre institution financière, la banque a pour responsabilité de faire des investigations sur le financement ou bien le blanchiment d'argent et ainsi de le signaler. Et cela est le cas dans d'autres pays. Vous pouvez voir en détail des références au fait que c'est une mauvaise pratique. Et cette pratique n'a jamais été l'intention au début. Alors tout cela, c'est une manière de rendre le standard, de réduire les risques et les standards dans certains pays. Avant d'engager avec la société civile, vous devez évaluer les risques ensemble et chercher où l'organisation peut être vulnérable. Une autre chose que vous allez voir dans ce document qui a été publié hier, c'est un accent sur un risque. Il y aura plusieurs risques de cela que vous avez identifiés. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le fait qu'un MPO est identifié, c'est différent. C'est une entité qui s'engage dans la distribution des fonds. Alors, plusieurs organisations ne tombent pas dans cette description. Même dans cette description des MPO, il faut regarder les risques élevés et les risques inférieurs. Avec les risques inférieurs, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup plus de conseils. Vous ne devez plus les garder en forme. Ils peuvent se séparer et il n'y a aucun besoin d'intervenir. Je peux aussi ajouter le secteur financier. Comme j'ai mentionné certains problèmes dans le dialogue de multi-parties prenantes, plusieurs pays ont décidé d'avoir ce secteur composé par le secteur privé, la société civile et le gouvernement. Dans ce dialogue, ils peuvent aussi il faut identifier les risques et appliquer des mesures à ce profil qui a été identifié comme risque moyen ou risque élevé. En d'autres termes, ça augmente notre niveau de sensibilisation. Je pense que c'est important. Et la cerise sur le gâteau, comme Claire a mentionné tantôt, c'est que le processus d'évaluation, une fois que nous allons commencer à évaluer les pays par rapport à ces standards. Aussi, il n'y a aucune question sur la question de le pays et faire des évaluations des risques autant pour moi et prêter beaucoup attention. Je suis content de prendre les questions s'il y en a après. Merci beaucoup, Mélissa, vous avez la parole. Merci beaucoup pour votre contribution. Je pense que maintenant, lorsqu'on passe à notre prochain orateur, je pense qu'il est important de reconnaître que dans plusieurs pays où ces pays ont été vus, c'est le problème d'engager la société civile. Et parce que si vous avez ce type d'engagement, vous ne serez pas capable
de faire engager les parties prenantes, internes ou externes, pour vous aider. Et comme j'ai dit, nous avons des personnes qui viennent de la Géorgie. Et il y a quelques mois, nous avons organisé une manifestation pacifique. Nous aimerions remercier tout le monde, nos partenaires internes ou externes qui nous ont aidés à soulever la loi. Et je pense que le plus grand accomplissement de ce processus, c'est de second par Amicus Express. Et un plus grand engagement de la population. Nous voulons aussi faire engager les organisations les organisations non gouvernementales. Et nous avons eu quelqu'un qui a parlé contre l'engagement. C'est aussi très important. Lorsqu'on parle des recommandations, elles peuvent être mal comprises. Nous avons vu plusieurs pays. C'est une question qui n'est pas juste. Et je pense que nous pouvons répondre à cette question. Le détail, lorsque j'ai pu évaluer en ce processus, comment est-ce que nous pouvons voir là-bas. Et c'est ce qu'on attend. Notre prochain orateur nous joint de Kyrgyzstan. Et si vous connaissez, le Kyrgyzstan est maintenant en cours de la deuxième phase de la rédaction de la politique. Je pense qu'il y a un peu de vent parce que c'est le temps à tout le monde d'organiser. La première fois qu'il ne suffisait pas, alors nous allons passer la parole à Ekina ou Bechaba, qui est directeur d'une association, une petite association à Kyrgyzstan. Elle travaille dans le secteur d'abus non lucratif pendant 20 ans. Notamment dans le contexte de problèmes. Merci beaucoup. Bon après-midi. Bon après-midi avec vos collègues. En fait, dans cet agenda, il a été prévu 10 minutes. Mais je vais prendre en fait 10 minutes parce que alors, il est important d'identifier la situation et dans mon pays, dans mon contexte, je vais essayer de parler autant que possible. J'espère que je vais défendre ce que j'ai dit. J'aimerais commencer mon discours avec une question. Qu'est-ce qu'un citoyen de mon pays veut? Nos citoyens veulent étudier à Kyrgyzstan, commencer une famille, avoir des enfants et d'autres veulent travailler. Maintenant, qu'est-ce qui est important? Après le travail, la statistique veut croire dans une situation et mourir dans une situation. Une décision faite par les bâtisseurs Le secrétaire général de l'ONU a été très clair dans la déclaration des droits de l'homme en 2020. La société est plus grande lorsque tous les hommes jouent un rôle dans la société et qui contribuent à améliorer leur vie, y compris augmenter l'accès à l'information, l'engagement dans le dialogue. Malheureusement, la coopération pour les défenseurs des droits de l'homme ont critiqué cette action et d'autres problèmes qui mènent à la persécution ou l'intimidation dans mon pays. Voici le background sur ce qui se passe à mon pays, Kyrgyzstan. En 2020, le président a accédé au pouvoir après
des élections. Il a adopté une loi de la Constitution et il a réduit l'étendue de la législation. Il a affaibli ces déséquilibres. Du 23 au 24 octobre 2028, la loi de Kyrgyzstan a arrêté, les forces de défense ont arrêté un homme qui défend les droits de l'homme. Ils ont critiqué le gouvernement sur la démarcation des deux pays qui a été délimitée. C'est documenté par les organisations des droits de l'homme internationales et nationales. Sur les investigations, le ministère va organiser les droits de l'homme ainsi que l'accession illégale au pouvoir du président. Il a demandé la transparence de la prise de décision sur la... Maintenant, nous allons parler d'autres problèmes. Le gouvernement a introduit la législation. Il y a une nouvelle loi contre les fausses informations. Il faut un accès aux ressources en ligne. Et dans certains cas, les personnes qui divulguent les fausses informations seront poursuivies en justice. Il y a de cela 2 ans, nous avons eu des rapports sur des organisations qui vulgarisent les fausses informations. Actuellement, ce projet de loi est cible premièrement les organisations de la société civile, et ça propose des lois contre la stigmatisation pour les gouvernements et les organisations. Ce projet de loi préconise qu'il faut un représentant des différents groupes. Les activités seront suspendues jusqu'à 6 mois. Les groupes qui stigmatisent ces personnes seront punis d'une sanction de suspension des activités de 6 mois. Alors, il y aura l'emprisonnement de jusqu'à 5 ans. Là, il faut défendre les droits de la population les plus vulnérables. Le projet de loi de toutes ces organisations va superviser les activités. Et ils ont proposé de nouvelles activités, et ce projet de loi ce sont la population qui va souffrir, et ces ONG ne pourront pas être en mesure de... Il y a une liste des agences en Kyrgyzstan qui sera mise en ligne, et ces organisations vont fournir des assistances juridiques aux populations vulnérables à la violence domestique, et aussi pour poursuivre les auteurs de ces crimes. Et il y aura des programmes de développement qui seront matérialisés ou bien concrétisés dans le pays. Les autorités ont fourni des efforts pour éliminer la discrimination, et le projet de loi
qui a été revu par l'institution démocratique des droits de l'homme va modifier sa constitution. La lutte contre la désinformation au Kyrgyzstan a été promulguée en septembre 2020 et qui a présenté l'utilisation officielle des deux camps qui montre la liberté d'expression. Le journaliste qui a cette initiative l'année dernière contre la corruption, il a été déporté de Kyrgyzstan en novembre 2020. Les propositions législatives ont été adoptées contre la discrimination dans mon pays. Alors, l'habilité de la société civile recommande que la société civile qui milite pour les droits de l'homme doivent identifier les cas de violation des droits de l'homme et leurs obligations sur la liberté d'expression, l'association et le rassemblement pacifique pour réduire l'implication criminelle. Deuxièmement, il faut les militants de droits de l'homme doivent se rassurer que les mesures prises dans l'investigation doivent être assurées. Trois procédures ont été adoptées par le gouvernement du Kyrgyzstan. Son adoption sera inclue dans la Convention des droits de l'homme de l'ONU et en novembre 2022 jusqu'à l'année 2025. Il faut une coopération mutuelle et une assistance qui permettent au gouvernement, aux autorités de Kyrgyzstan de mettre en œuvre cette adoption. Merci pour votre invitation. Merci et je vous souhaite bonne chance dans le futur. C'est important que nous entendons, chaque fois que nous entendons parler de cela, il est important de voir les engagements des différentes parties prenantes au niveau national et international. Alors, je pense que nous allons passer maintenant à la session de questions-réponses. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses. Et s'il vous plaît, vous avez la parole et ici, il faut noter les questions qui sont écrites dans la boîte de questions et réponses. Et si vous n'avez pas encore écrit votre question, n'hésitez pas, je vais tout faire pour lire vos questions et fournir des réponses. S'il y a des questions, vous avez la parole. Merci. L'orateur, l'interprète ne peut pas bien suivre l'orateur. La question, est-ce que vous pouvez partager avec nous le contexte de comment les ONG peuvent envoyer leurs recommandations et comment est-ce qu'ils peuvent s'engager?
Merci beaucoup. Oui, je ne pouvais pas entendre la question. Oui, voilà pourquoi j'ai répété la question. Merci beaucoup. Je vais partager toute information par rapport à comment fournir des commentaires à l'FAFT qui est spécifique au pays. Est-ce que nous pouvons avoir le contact et nous voulons partager avec les participants? Parce que je pense qu'il y a aussi une question du Venezuela sur le même aspect par rapport à comment est-ce que le manque d'opportunités de s'engager, ainsi de suite. L'interprète ne peut pas écouter la question. La question n'est pas très claire. Les interprètes ne peuvent pas écouter la question. Oui, je vais répéter la question. En Amérique, la commission a publié en mars dernier les principes sur le fonctionnement des financements et il y a 12 principes qui mettent l'accent sur le financement des ONG et je sais que c'est important parce que dans le continent, les affaires, les lois et restrictions des affaires étrangères sur le blanchiment d'argent affectent la société civile. Je vais partager le lien à tous les participants ici présents, mais il y a certains points que j'aimerais mentionner par rapport à quelque chose que j'ai entendu ici pendant la discussion. Premièrement, c'est que le principe sur la liberté d'enquêter donne le gouvernement dans le continent d'aider les organisations à utiliser les différentes sources de financement et qui ont la capacité de produire leur propre financement sans changer leur statut juridique. Et c'est très important dans la société civile. Certaines organisations ne peuvent pas fournir quelques services. Par exemple, leur statut juridique sera changé de but non lucratif à but lucratif. Maintenant, parlant de la situation qui a été mentionnée par l'un des panélistes en ce qui concerne comment dans certains pays les organisations sont impliquées dans le processus de suivi ou bien de la collecte des informations ou bien de les aligner aux lois internes. Le principe 9 a été publié et c'est très important par rapport à la société civile qui veut faire une évaluation ou un suivi. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce financement public a été alloué à cette organisation de la société civile?
qu'est-ce qui se passe lorsque notre société civile veut demander les fonds pour cela ou bien des informations pour cela? Parce qu'à un certain niveau, lorsque ça se passe, cette société civile, il y a des lois qui limitent les actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, nous allons prendre une question ou deux questions et nous allons passer la parole aux panélistes pour répondre à vos questions. Je vais donner le micro à la personne. Nous avons eu un rapport au cours de la 50e session. Nous avons commencé avec certains éléments ou dans le processus de l'ONU qui établissent, qui fixent des standards. Ma question, c'est de savoir ce qui est fait au niveau de l'ONU pour nous qui voulons avoir accès aux ressources. Merci beaucoup. Very short, but it's directed to the special rapporteur. Ma question est très courte. Est-ce qu'il y a des délais? Nous allons les utiliser au cours du sommet. Alors, il y a beaucoup de travail à faire, mais j'aimerais m'excuser si je prends beaucoup de temps. Je me demandais si il y a des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu une plaidoyerie contre ces sources illégales de financement. Une organisation qui reçoit du financement, est-ce qu'il y a d'autres manières de susciter des fonds? Par exemple, nous vendons les cahiers à l'école et le gouvernement a passé une loi pour dire que voici certains livres qui ne doivent pas être achetés. Le dernier point, c'est que au secrétariat général de la Commission de l'ONU en Belgique, en Bosnie, ils ont dit à notre partenaire de ne plus financer nos activités. Je n'ai pas vu un langage spécifique contre cela, contre les ressources de la société civile. Merci beaucoup. Nous allons avoir le temps après la session pour une pause de café et continuer notre discussion. Le micro de l'oratrice est éteint. Le micro de l'oratrice est éteint. Nous ne pouvons pas suivre l'oratrice. Nawala si Momo.
Merci beaucoup. Nous sommes vraiment désolés pour le... Il y a des questions du Venezuela. Il y a une question sur les recommandations. Si on peut faire plus, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus engagé? Je pense qu'il y a aussi d'autres questions de... Oui, bonjour. Je serais content de commencer et nous excusons pour les problèmes de son. Je crois que la question du Venezuela a été sur la recommandation qui a été adoptée récemment. En ce qui concerne l'engagement avec le secrétariat FATF dans le contexte d'une mutualisation, nous avons un processus qui attire des parties prenantes externes pour qu'ils puissent fournir les informations pertinentes à un pays spécifique et aux recommandations dans un contexte d'une évaluation mutuelle. Il y a un délai pour cela. Et c'est 2 mois avant la descente sur le terrain et toutes les contributions sont recevables. Je vais fournir l'adresse email. La descente sur le site avec les organisations de la société civile a révélé qu'il y a beaucoup à faire. Il faut des parties prenantes spécifiques. Et une suggestion sera, avant une évaluation mutuelle, nous avons le calendrier qui est disponible sur le site web de FATF. Et lorsqu'il s'agit du pays, il faut travailler avec l'équipe d'évaluation. Merci. Et maintenant, en ce qui concerne l'évaluation récente qui a été adoptée, le Venezuela est un membre de... Nous avons 9 pays. Nous avons 9 secrétariats qui sont responsables de la coordination de l'évaluation de leurs membres. Et comme j'ai dit auparavant, au FATF, nous avons 39 membres. Les pays sont les membres des organes régionaux. Et Venezuela est un membre de l'organe régional des pays Caraïbes. Et tout récemment, il a été évalué. Je comprends qu'il y a eu des problèmes par rapport à la mise en œuvre. Parce que l'énumération est un résultat des défauts stratégiques et il y a des défauts sur l'énumération. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Il y a des représentants de la société civile qui ont des questions. Il y a des questions du Zimbabwe, du Venezuela et d'autres qui ont souligné l'importance d'une opportunité pour être plus engagé avec FATF. Et je crois que c'est important. Il faut vraiment traiter cet aspect. Nous voyons leur implication, nous voyons les recommandations provenant sur le terrain. Est-ce qu'il y a des propos que vous voulez dire pour clôturer? Et nous pouvons maintenant répondre à d'autres questions après la réunion.
Comme nous avons débordé le temps, est-ce que vous voulez dire quelques propos de clôture? Je peux clôturer 1 minute. L'ONU a souffert. Dans le cas de l'Ouganda, nous savons que certaines agences de l'ONU ont été fermées et les accusations étaient notamment les activités abusives sur la société civile. Je pense que l'ONU a géré cette question. Les gens souffrent, les organisations se ferment. Le temps d'agir, c'est maintenant. Et si vous êtes dans les pays comme l'Ouganda, vous ne pensez pas que vous pouvez fermer une agence de droits de l'homme de l'ONU sans conséquences. Il y a des conséquences aux actions et ça va continuer. Je pense que c'est le moment de nous lever et d'agir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez clôturer, donner quelques mots avant de clôturer? Émile Van der Does. Je ne sais pas, est-ce que vous m'adressez la parole ou bien? Oui, j'aimerais dire que les organisations de société civile doivent être au courant de la coalition NPE sur FATF, qui est une coalition qui est en augmentation et plusieurs organisations ont été dirigées au FATF, à cette coalition, et je pense que c'est très utile et ça fournit des informations provenant sur le terrain. Et c'est une autre piste dont nous devons prendre conscience. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Et j'aimerais aussi remercier tous les participants qui sont avec nous en ligne. Nous allons maintenant clôturer ce panel très important. Au début, je vous ai... Merci beaucoup. Nous vous remercions pour votre soutien et au nom de la société civile, nous pouvons dire que vous avez toujours été avec nous dans ces moments difficiles et nous vous remercions aussi pour ces guides. Et comme nous pouvons voir, ça devient un grand défi. Et une fois de plus, merci beaucoup. Pour cette modération, vous avez bien modéré ce panel et vous avez essayé de capturer l'importance de ce rassemblement. Et la question spécifique, et je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez du Conseil des droits de l'homme et ce que le Conseil devrait faire, mais une autre chose que j'aimerais ajouter, et m'ajouter à ce que vous avez déjà mentionné, c'est qu'il est important pour le Conseil des droits de l'homme de voir l'accès aux ressources en tant que droit, mais pas comme quelque chose auquel on est ignorant. Ce n'est pas clair, mais le droit à l'association, le droit au rassemblement, c'est pour défendre un groupe qui n'a pas de besoins, qui n'a pas de moyens. Alors, l'accès aux ressources ne s'agit pas juste de la possibilité, mais c'est un droit. Nous devons insister sur le fait que le Conseil devrait le faire parce que lorsque je présente mon rapport et je dis que ça devrait être une habilité, ce n'est pas un droit, mais
C'est un droit, en effet, nous vous remercions pour cela. Et c'est un droit fondamental, le droit à l'association. Deuxièmement, par rapport à la déclaration, dans mon rapport 2022, j'ai déjà mentionné une relation à cela, y compris ces pays qui, à cause des mesures prises dans des pays du tiers-monde, ils mettent en œuvre ces recommandations. En Palestine, par exemple, à cause de la stigmatisation, nous savons qu'il y a une importance de mettre en œuvre ces recommandations. Et comme c'était un guide, je ne pense pas que vous allez comprendre ces guides si seulement vous lisez dans le rapport. Ça sera un outil important de plaidoirie. J'aimerais dire que l'Angola, le Kyrgyzstan, l'Ouganda, le Zimbabwe, tous ces pays sont sur mon radar et chaque fois que j'envoie une lettre à ces pays, ils abusent de la recommandation. Ils doivent connaître, ils doivent savoir que ils ont une responsabilité et ils ne doivent pas abuser ces recommandations. J'aimerais dire aussi que pour moi, il est important que ces guides ne doivent pas être juste un autre document. Ça part de l'actualité. Si l'on ne le fait pas, la société civile va disparaître sur tous les espaces parce que sans accès aux ressources, on ne serait pas capable de participer à cet événement ou bien d'être engagé. Le fait que certains États adoptent ces recommandations, ça va provoquer une réticence de d'autres pays. Nous devons montrer que voici, c'est un droit d'avoir accès et il y a de cela plusieurs années que j'ai dit qu'il est important de montrer au pays que chaque fois que nous devons, notre droit d'accès au pays est limité, l'impact est ressenti et même la communauté est affectée. Il n'y a pas de rapport sur les violences contre les femmes et tout cela, nous devons nous rassurer que nos pays, que l'accès aux ressources est un droit fondamental qui nous permet de contribuer à l'amélioration du développement du pays. Avant de conclure aussi, j'aimerais remercier certaines personnes qui ont contribué à cela. J'ai aussi de la remercier le sponsor et aussi l'un de nos consultants. Et moi aussi remercier Net, et moi aussi remercier plusieurs les bailleurs de fonds qui ont contribué à cet événement. J'aimerais remercier toute mon équipe qui est ici présente pour leur bon travail. J'espère que vous n'allez pas vous endormir sur vos lauriers. C'est important. Pour moi, l'étape suivante, c'est que je vais rencontrer les bailleurs de fonds. J'ai aussi un plan de rencontre de certains membres du gouvernement, de l'Ouganda, du Ghana. Certaines personnes me demandaient si je peux envoyer certains documents parce que ce que je vais utiliser pour causer avec eux. Je vais rencontrer plusieurs organisations pour voir comment mettre en œuvre ces recommandations. Ce n'est pas pour moi, mais c'est pour la société civile et pour les permettre d'avoir accès aux ressources, pour assurer que ces droits, la société civile jouit en fait de leurs droits pour empêcher ou bien pour encourager la démocratie. Merci beaucoup.
de m'avoir donné l'occasion de présenter ces guides, mais aussi de vous écouter et de renforcer ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci. Merci. Maintenant, nous allons avoir une pause de café. Mais j'aimerais remercier tous les orateurs, tous les membres du panel qui ont été avec nous. Nous espérons de vous voir bientôt. Au revoir. Merci. Bye-bye. Oh, ang taray naman. Kagalang-galang. Saan punta? Wala si Grace, nasa building. Meron akong re-record. Pumasok ako. Sige. Taray naman. Ano meeting mo? Monday po.